Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre première édition du podcast au Congrès régional des professeurs de français, qui s'intitule Voix de France et de Malaisie. Pour cette première édition, on a choisi un sujet qui nous parle tous dans notre quotidien en tant que professeur de français, qui est le stress et la santé mentale dans un cours de FLE. Donc, pour ce podcast participatif, comme j'ai l'honneur de vous présenter nos belles intervenants. Donc, on a Marie Missana, psychologue scolaire au lycée français de Kuala Lumpur, et Emmanuel Bouchard, professeur de sciences de la vie et des terres au SVT, et animatrice de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, ou appelée EVAS. Donc, bienvenue à vous deux. On divise notre podcast en deux parties. La première partie commence avec les échanges avec nos deux intervenantes, à partir des questions que je vais leur poser. Et la deuxième partie se déroule avec vous, le public, où on va parler, s'échanger, témoigner, raconter autour d'une problématique de notre sujet. Alors, donc je pense qu'on peut commencer. Donc Marie, si on avance directement dans le vif du sujet, notre première question, d'où vient exactement le stress chez les élèves? Eh bien, avant de parler du stress chez les élèves, moi j'aimerais bien préciser d'abord le stress en général, d'un point de vue en fait plutôt psychologique et physiologique. Parce que le stress, c'est un état de tension en fait, et comme c'est une réponse de notre corps de façon inconsciente, c'est quelque chose qui est sain. Il est sain parce qu'il nous prépare à réagir à un danger, il nous prépare à réagir à une situation difficile. Et notre problématique, enfin en tout cas la problématique des professeurs, c'est comment gérer ce stress pour que cette réaction qui est supposée être saine et passagère, par exemple être stressé avant de rentrer dans l'examen, fait qu'on va mobiliser, on va être plus concentré et on va se concentrer sur l'exercice. Comment on passe de cet état où on a un petit peu de stress à ne pas monter en fait à le fait de se faire envahir par les sensations physiologiques, parce que le stress, c'est le rythme cardiaque qui s'accélère, c'est parfois avoir la voix qui tremble, avoir mal au ventre, avoir des fois trop chaud, ne plus être capable de parler. Et tout ça, c'est parce que de façon inconsciente, notre corps nous dit « Attention, il y a danger, ça va être difficile ». Donc, il se met en mode, on appelle ça en anglais le mode « fight and flight », et qui dit en fait soit je dois me défendre, soit je dois m'enfuir, soit je dois juste pas bouger pour gérer le stress. Et ça, c'est vraiment le point sur lequel je voulais qu'on commence avant de parler des causes chez nos élèves, c'est qu'en fait, c'est une réaction normale de notre organisme, nous l'avons tous, et qu'en fait, c'est quelque chose de sain. Ça veut dire juste, je suis stressée, il va se passer quelque chose, qu'est-ce que je peux faire ensuite pour apaiser mon corps et mieux gérer ce stress? Merci beaucoup Marie pour la définition du stress. En fait, c'est vraiment simple en fait, le stress, c'est naturel. Ouais. Et Emmanuel, alors, pour vous, quelles sont les causes du stress? Ou est-ce qu'il y a, si on connaît les causes du stress, est-ce qu'il y a un programme précis qui peut réduire le stress? Alors, le stress peut provenir de la pression scolaire, la pression sociale, la peur des examens par exemple, les devoirs à faire, la pression aussi familiale. Il peut être dû aussi à la peur de ne pas atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, la peur d'être mal évalué ou de mal s'évaluer. On peut avoir peur bien sûr de son propre échec. On peut aussi avoir une mauvaise hygiène de vie qui provoque en fait le stress, par exemple un manque de sommeil, et puis un mal-être aussi. Et notamment un mal-être qui peut être intrafamilial ou un mal-être à l'école avec des relations qui sont conflictuelles, soit entre pairs, c'est-à-dire avec d'autres élèves, ou bien avec des enseignants aussi.
Alors du coup, pour répondre Oussama à ta question, en effet il y a un programme dans les établissements scolaires qui a été mis en place, c'est le programme qu'on appelle phare. Ce programme d'action vise à lutter contre le harcèlement et l'intimidation à l'école. Il sensibilise en fait et il prévient et il met en place des mesures efficaces dans les établissements scolaires français pour lutter contre le harcèlement à l'école et le cyberharcèlement. Alors l'idée de ces actions, c'est de mettre un accent sur la prévention et la formation des équipes et surtout d'impliquer les élèves et les parents de la communauté éducative. Si je peux rebondir un petit peu sur ce qu'Emmanuel a dit, en fait, c'est pas parce qu'on est un établissement en fait français avec beaucoup d'élèves français qu'on ne ressent pas non plus ce stress. En fait, des élèves qui prennent la parole en classe, et ce n'est pas spécifiquement au fait de la langue, et on peut transposer. C'est pour ça que on voulait vous parler du programme phare, parce que c'est notre façon de travailler, que ce soit dans la classe ou en dehors de la classe, à mettre en place une médiation pour que les élèves osent parler. Des fois, on se rend compte que dans la classe, les élèves n'osent pas parler, mais c'est parce qu'en dehors de la classe, il va y avoir des critiques. Tu n'as pas bien prononcé, tu n'as pas utilisé le bon mot, et ça, on n'en est pas toujours conscient. Et en mettant en avant auprès de nos élèves ce qu'on appelle aussi la cellule non au harcèlement, on met en avant le fait qu'il y a des moyens de discuter, il y a des moyens de mettre en place, en dehors de la classe comme dans la classe, une discussion qui fait qu'on peut réduire ce stress. En général, les gens à l'extérieur, les élèves, ces remarques, ils ne se rendent pas compte à quel point ça peut influencer les autres élèves et à quel point ils n'osent plus parler. Et donc c'est vraiment toute la politique qu'on a mis en place au niveau du lycée français, c'est remettre le dialogue entre les élèves et remettre l'élève à sa place où il a le droit de parler, il a le droit de s'exprimer, sans avoir peur du jugement à l'extérieur, comme tu disais. Donc merci Emmanuel et Marie pour la réponse vraiment informative sur les origines et les initiatives que met en place le lycée français. Donc, notre deuxième question suit la logique de notre première question. Donc, et que tout le monde est, je pense, en train de penser. Donc, quels sont les impacts du stress sur l'apprentissage d'une langue étrangère? Alors, les impacts du stress sur l'apprentissage d'une langue étrangère peuvent être la peur de communiquer, la peur des examens et puis aussi la peur d'être évalué de façon négative. Alors, la peur de communiquer est liée à une certaine anxiété qu'on appelle langagière, c'est-à-dire par exemple la peur de ne pas trouver les bons mots pour s'exprimer, de ne pas avoir le vocabulaire. Et du coup, ça va entraver la confiance en soi. Du fait, on va éviter les situations de communication et du coup, on ne sera pas jugé, on ne sera pas évalué. Et puis on va se reclure dans son coin, on va écouter les autres, on ne va pas prendre la parole. Il y a aussi, selon le contexte, les apprenants vont plus ou moins mobiliser une certaine émotivité. Alors quand on est timide par exemple, qu'on se retrouve face à un enseignant, qu'on se retrouve face à un groupe, on peut être stressé, en fin de compte, anxieux, et du coup, on ne va pas pouvoir communiquer. Donc, selon la situation dans laquelle on se trouve, selon aussi le caractère, l'émotivité qu'on a, on va être plus ou moins à l'aise pour communiquer. Donc, je pense que Emmanuel a vraiment redéfini. Moi, si je voudrais reprendre les points, en fait, parce que c'est vrai que je ne suis pas professeure, donc c'est vous en ce qui me concerne, les personnes qui ont le plus de savoir. Mais c'est vrai qu'on pourrait dire que le stress impacte tous les niveaux. Que ce soit le fait de comprendre une consigne. Parce que quand on est en situation de stress, des fois, on n'écoute plus tous les mots et on a peur de ne pas avoir compris. Donc, comme l'a dit Emmanuel, on va juste se remettre dans un coin, on ne va même pas écouter. Mais ça impacte aussi le fait de parler, d'oser prendre la parole devant les autres. Et enfin, même la parole de mémoriser, la possibilité de mémoriser. Parce que si on ne prend pas la parole, si on ne répète pas, si on n'est pas en situation d'apprentissage dans la classe, on a déjà perdu la moitié
des possibilités pour apprendre. Et donc, maintenant, comme on est déjà dans l'aspect d'un cours de FLE, donc, ou d'un cours de langue, comme on est tous majoritairement professeurs de français ici, donc je suis obligé de poser cette question. Le français est-il perçu comme une langue plus stressante à apprendre qu'une autre en Malaisie? J'ai le micro, donc je vais commencer. En fait, je dirais que le français en général, que ce soit en Malaisie ou dans d'autres pays, est perçu comme une langue difficile à apprendre parce que c'est vrai que, vous le savez tous, hein, on utilise de façon arbitraire un déterminant. Pourquoi c'est le, pourquoi c'est là, personne ne peut le définir. On place des fois un adjectif devant un nom, des fois derrière. Personne ne peut dire pourquoi vraiment. Après, quand on commence à parler, il faut faire attention à utiliser le bon temps. Alors, on a tellement de temps en français que ça peut des fois être compliqué. Des règles de grammaire qui s'ajoutent quand on veut utiliser des conjonctives. Et c'est vrai que pour nos enseignants, si on ne fait pas attention à réduire vraiment ces informations, au niveau de la mémoire de travail, donc la mémoire de travail, c'est la capacité à rechercher ce qu'on connaît, à utiliser les informations, donc la mémoire à court terme, ce qu'on vient de nous donner, on le met en mémoire et on va rechercher ce qu'on connaît et on essaye de tout associer pour pouvoir parler. Et bien en fait c'est énorme et c'est pour ça que je pense que le français est vraiment une langue particulière à apprendre, surtout qu'on essaye toujours de corriger nos élèves, on essaye qu'ils fassent mieux, mais du coup on a induit une nouvelle contrainte. C'est au moment où ils sont en train de réfléchir, au moment où ils sont en train de mettre toutes ces informations, les informations qu'on nous donne à court terme, les informations qu'on a dans notre mémoire, on a une nouvelle information qui dit « Ah, c'était pas bon, il faut reprendre ». Et je pense que c'est pour ça que c'est vraiment une langue assez compliquée. Alors, pour toutes les langues, en fait, le cerveau, il doit faire un effort. Parce qu'il va passer d'une structure linguistique à une autre. D'autant plus que le français est perçu comme une langue lointaine, géographiquement. Et puis aussi, quelquefois, on dit sophistiquée. Donc l'idée, c'est d'être exposé le plus souvent à la langue. Alors, bien sûr, se pose la question de à quel moment nos élèves sont-ils exposés au français? Est-ce qu'ils sont exposés au français dans leur famille? Est-ce qu'ils sont exposés au français dans la vie quotidienne? Et comment faire, en fin de compte, pour qu'ils soient exposés le plus, pour qu'ils puissent oser, en fin de compte, à pratiquer l'oral et pas avoir peur d'être jugés. Non, je pense qu'effectivement, là, on a la chance d'être à l'Alliance française et du coup, nos élèves, quand il peut y avoir un partenariat, ils ont la chance d'être exposés. Mais peut-être que dans d'autres villes de Malaisie, il y a moins de possibilités et c'est effectivement comment faire pour que le français sorte de la classe et que ce soit moins stressant. Quand on pratique une langue, par exemple, quand nous on apprend le malais, si on peut sortir à l'extérieur et redire les quelques mots qu'on a appris, ça met plus de sens. Et du coup, c'est vrai comment les élèves qui apprennent le français en Malaisie peuvent le réutiliser à l'extérieur et pour que ça mette du sens. Et alors, d'expérience, si je peux dire aussi, si je peux partager, alors mes expériences en tant que prof de français, ici en Malaisie, donc, en fait, je pense que mes élèves, ils sont plus stressés quand ils doivent parler avec un Français ou une Française native. Donc, par exemple, on entend souvent des histoires pendant l'examen du DEF, pendant la production orale, que les élèves ils sont stupéfaits. Donc, ils ne peuvent pas, à certains points, ils ne peuvent pas même bouger ou réfléchir au moment de la production orale. Et là, je pense que c'est le stress qui tout d'un coup, qui arrive. Et donc, je pense qu'on a tous ici une ou des histoires qui peuvent refléter ce côté stress. Et j'invite aussi des professeurs ici qui veulent partager vos expériences ou vos histoires concernant s'il y a des moments où vos élèves ou vos étudiants, ceux qui travaillent à l'université,
prouvent ce stress pendant les cours de langue ou pendant de la passation à des productions orales ou à des productions écrites, même écrites. Hein. Ça peut arriver aussi. Est-ce qu'il y a entre vous qui veulent partager, peut-être pour les nouvelles professeurs, la nouvelle promotion qui vient d'avoir leur diplôme? Est-ce que vous avez une histoire, une ou deux, pour prendre des solutions? Juste une expérience que j'ai eue, c'est pas forcément lié au français. J'ai un étudiant japonais à l'école qui a refusé de venir à l'école le jour où il y avait un examen en anglais parce qu'il était paniqué. Il parle pas très bien anglais et du coup ça aurait pu arriver s'il y avait eu un cours de français. Donc, est-ce que vous avez une idée de ce que j'aurais pu faire, ou comment on aurait pu le rassurer pour qu'il puisse ne pas se bloquer et refuser, mais vraiment refuser de venir à l'école? Alors, je peux répondre d'un point de vue déjà au niveau psychologique. C'est vrai que je ne sais pas s'il y a eu des exercices en fait en classe, des mises en situation auparavant. Parce que quand il y a trop de stress, des fois, c'est aussi la représentation de ce qui va se passer. En fait, il n'est pas capable de se représenter ce qui va se passer. Du coup, l'anxiété prend le dessus. Et quand on met des stratégies de gestion de stress, en général, on fait beaucoup de visualisation. Et du coup, pour cet élève, peut-être que l'examen, il n'était pas capable de visualiser même la salle où il serait assis dans la salle, ce qu'il aurait à faire, comment ça se passerait. Et des fois, rien que faire ces exercices, ça aide. Ensuite, lui présenter une série d'exercices qui seraient identiques. En fait, quand on fait des exercices d'entraînement, c'est toujours bien de dire ça sera ce type d'exercice que vous aurez en examen. Ça permet à l'élève au moins de pouvoir se raccrocher. On peut toujours dire, effectivement, il y aura un exercice ou deux qui ne seront pas définis, mais il peut visualiser ce qui va se passer et ça permet de gérer le stress. Ça, après, je ne sais pas si vous avez déjà mis en place des... Pour le cours de français, on leur montre l'examen, mais on cache toutes les questions. Ils savent juste à quoi ça va ressembler, le nombre d'exercices, etc. Mais du coup, je pense que oui, pour lui, c'était un examen d'humanities. Et je pense que peut-être, il ne savait pas à quoi allait ressembler le papier, ou peut-être, oui, la salle aussi. C'était son premier examen, donc il y a sûrement de ça. Juste pour rebondir, c'est vrai que d'expérience, de faire un DELF blanc à l'école avant de les envoyer au DELF, pour l'avoir fait, ça rassure. C'est vrai qu'ils savent déjà le format, puis ils posent des questions aussi, ils demandent comment ça va être, est-ce qu'il faut que j'attende dans la salle. Des fois, c'est vraiment des petites choses finalement qui va les rassurer le jour J, et c'est bien de le pratiquer avant. Donc ça, c'est peut-être un conseil aussi important, le pratiquer, faire vraiment un examen blanc avant, et donc pour avoir des repères. On a aussi le rôle, je pense, en tant que professeur, d'être bienveillant. Alors c'est un grand mot, mais quand nous adultes on est en situation de stress, il faut aussi se mettre à la place de l'enfant qui est en construction et qui peut être du coup lors d'un examen en situation de stress. Et donc il faut le rassurer. Donc avant l'examen, on va dire 5 minutes avant l'examen, lui dire que tout va bien se passer. Que tout va bien se passer, qu'il a travaillé, qu'il est face à un enseignant qu'il connaît, qu'il est dans une situation logistique qu'il connaît, et que, voilà, le rassurer, être bienveillant. Et je pense que ça, c'est important. Alors, juste pour rebondir à l'histoire avec l'absentéisme de l'étudiant, en fait, moi, j'étais pas un bon élève, et j'ai vu ça, et j'ai fait ça une fois, mais pour les tests de mathématiques. C'était pour moi parce que, mais c'était lié avec un prof qui n'était pas pour moi bienveillant, et il était méchant, il est toujours méchant, mais j'étais absent parce que, voilà, c'était... parce que je voulais pas
confronté ce monsieur, donc c'est pour ça. Oui, mais pas bien, il ne faut pas me suivre. Je suis un mauvais exemple, mais c'est juste un exemple parmi d'autres. Et je pense que, si on va regarder dans la boîte, il y a beaucoup de questions concernant le stress. Alors, la première question, comment peut-on établir la confiance en soi? Les élèves qui ont peur d'être jusqu'à dans certaines cultures, il y a la tendance de dire ou de répéter c'est une faute, c'est mauvais, etc. Donc voilà, parce qu'en fait, ils n'ont pas vraiment confiance en eux, donc ils répètent la même chose. Je vais prendre. Alors, pour établir la confiance en soi, en fait, je dirais qu'il faut reprendre à la base. Si on est avec un élève qui n'a plus confiance en lui et qui en fait est autocritique, eh bien, on va devoir le mettre en situation de réussite. Et si la situation de réussite veut dire apprendre son texte par cœur, apprendre des phrases courtes, eh bien, c'est là où il faut repartir. Il faut repartir au moment où, en fait, il avait encore cette capacité à intervenir, à participer en classe. Et du coup, ça peut se faire, en fait, en dehors de la classe. Si on voit un élève qui ne participe plus parce qu'il a perdu la confiance, parce qu'il se sent dépassé par le niveau de la classe, on peut lui demander de venir, on peut lui dire « Demain, on va travailler sur ce thème-là. Peut-être que tu peux préparer quelques petites phrases. Comme ça, on va enlever le poids de l'échec, on va enlever le poids de la faute. » Et lui, en fait, dans cette situation, le lendemain, il sera dans un contexte de réussite. Et en ayant réussi, on va pouvoir tout doucement changer sa vision des choses. Parce qu'en fait, la confiance en soi, c'est vraiment internaliser ce qu'on peut faire et pas faire. Mais du coup, il faut revenir à un moment où il pouvait faire. J'irai un petit peu plus loin sur ça, c'est lui demander, parce que c'est lui qui est acteur en fait, de ses apprentissages. Lui demander dans quelle situation il va pouvoir, en fin de compte, s'exprimer. Et puis lui dire aussi que quand on est élève, quand on est apprenant, on a le droit de faire des fautes. On aura le droit de se tromper, parce qu'on est là pour apprendre. Il va se positionner sur ces deux points, et puis en effet, comme disait Marie, où il reviendra le lendemain en disant voilà, je suis prêt, je vais vous parler, je vais m'exprimer. Ou bien il dira ça ira mieux demain, et puis on essaiera de repartir en effet avec des choses simples. Voilà, je pense que déjà ces deux possibilités sont intéressantes. Ici, mon élève a quitté la classe en courant et pleurant avant même d'avoir commencé son oral. Les notes qui se lâchent. En pleurant, en pleurant. Alors, si un de mes élèves, même qui ne soit pas dans la même situation, quitte ma classe, je suis très embêtée parce que je suis responsable quand même de cet élève et il va falloir en effet le rattraper. Alors bien sûr, une fois qu'on a rattrapé l'élève, il faut un petit peu décocher ce qu'on est en train de faire en fait. Essayer de passer sur une autre situation, toujours agir en tant qu'être humain aussi en fin de compte, en le rassurant, en disant que c'est pas grave, que tout va bien se passer. Et puis, pourquoi pas de reporter l'examen. En mettant bien les repères dans lesquels il va se retrouver au moment de l'examen. C'est de nouveau en lien avec la bienveillance, mais dans cette situation-là, on ne sait pas si c'est un élève qui est en général déjà très timide ou c'est en fait une situation qui est arrivée qu'une seule fois. Parce que c'est vrai que si on sait qu'on a un élève timide et qui a du mal à s'exprimer en fait en public, on peut dès le début lui dire en fait tu peux venir faire ton oral 5 minutes à la fin du cours quand il n'y aura plus personne. Mais ça, effectivement, il faut connaître son élève. Et sinon, simplement, si c'est une fois où ça peut arriver à beaucoup de monde, en fait, les nerfs qui lâchent. Mais une fois que cet élève revient, c'est lui dire qu'effectivement, il n'y a pas de problème. Ça peut arriver à tout le monde d'avoir les nerfs qui lâchent, mais qu'il faudra
redéfinir un temps où on pourra faire ça de façon plus posée. Et s'il faut, c'est de nouveau la même chose que tout à l'heure, peut-être que l'oral, c'était un exercice qui était trop dur. On ne s'est pas rendu compte qu'il n'était pas encore prêt et que, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, dans le stress, il y a plusieurs choses. Il y a le fait déjà de comprendre les questions et après il y a le fait de répondre. Mais peut-être qu'il ne se sentait même pas capable de comprendre ce qu'on allait lui demander. Du coup, il ne pouvait pas essayer. Si c'est dans cette situation-là, on va d'abord retravailler la compréhension des consignes. S'assurer que c'est simplement la première étape, s'assurer qu'il puisse être debout et comprendre des consignes avant de devoir répondre. Et comme ça, on limite le stress. Et une fois que cette étape de compréhension des consignes est passée, on peut envisager de parler à l'oral. Ok, en fait, il y a un témoignage qui est vraiment intéressant. Alors, si j'ai traduit, parce que ça c'est en anglais, si j'ai traduit, il dit « Mes élèves, ils sont des patients du département de psychologie. Ils sont patients à l'hôpital. Et certains prennent des médicaments et parfois ils utilisent comme raison d'avoir une anxiété juste quelques minutes avant de passer à l'examen ou à un test. Mais ils sont moins stressés quand ils prennent le test ou l'examen seuls dans une autre salle. Donc, est-ce que vous pouvez répondre sur ce témoignage? Moi, sur ce témoignage, je voudrais juste rebondir en disant que les stratégies sont déjà bien mises en place, en fait. C'est vrai, si cette personne a besoin d'être dans une salle à part et que vous avez les moyens de le faire, et que ça le met en situation de réussite, de mon point de vue, c'est parfait, en fait. Mais voilà, il faut avoir les moyens, effectivement. Ça dépend aussi parce que j'ai dit ça d'espère parce que j'ai eu aussi des moments où mes étudiants ils m'ont dit qu'ils prennent des médicaments pour réduire le stress, ils ont une anxiété. Mais moi, en tant que professeur qui ont parfois une soixantaine d'étudiants dans une classe, moi, normalement, je dis à cet étudiant, ok, tu peux reporter l'examen, mais il faut qu'on fasse ça en face à face. Parce que normalement, les examens, les tests, tout doit être en face à face. On ne peut pas faire tout seul dans une salle. Mais il faudrait toujours trouver un temps libre pour l'élève et moi. Donc on va trouver un temps libre. Mais ça, c'est difficile. Mais pour moi, en tant que prof qui ont beaucoup d'étudiants, pour un ou deux étudiants, ça peut aller. Moi, je peux trouver du temps pour mettre en place ce genre de solution. Mais après, s'il y en a beaucoup d'étudiants qui sont comme ça, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que parce qu'on est aussi obligé de faire passer les examens, mais comme par exemple, s'il y avait une dizaine d'étudiants qui font l'excuse comme ça. Alors, je ne dis pas excuse, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui se passe vraiment dans leur corps, mais est-ce qu'il y a une autre façon, une autre solution qu'on peut prévoir? En fait, là, il y a quand même deux choses, parce que l'anxiété, ce n'est pas la même chose que le stress. L'anxiété, c'est quand même une maladie chronique, en fait. Hein. C'est tous les jours, ce n'est pas spécifique aux examens. Ça peut être une anxiété sociale, en fait, d'être entouré de nous. Ça peut être une anxiété scolaire, et ça peut être une anxiété juste généralisée. Donc, là, effectivement, c'est pas pareil, et ça touchera seulement quelques élèves. Et du coup, c'est pour ça que si on peut leur proposer, comme nous on le fait en fait pour certains de nos élèves, d'être dans une salle à part, bien sûr avec un enseignant, il faut le faire. Après, si c'est qu'un stress, mais c'est le stress qui envahit un point où on ne peut pas
participer à l'examen et que ça correspond à la moitié de la classe, il va falloir mettre en place des techniques et pourquoi pas envisager, en fait, j'ai lu une étude sur, c'était une université en France qui mettait en place des techniques de relaxation avant les cours de langue. Et ça avait un effet bénéfique. Alors, c'était une université à Lille, mais je ne pourrais plus vous dire le nom de l'article. Mais donc, c'est vraiment le fait de... s'il faut prendre le temps, parce qu'on a la moitié de notre classe qui est stressée, il y a des techniques de relaxation, que ce soit des techniques de respiration, des techniques en fait d'ancrage sensoriel, où on dit aux élèves de chercher dans la pièce 5 objets qui attirent notre regard. Ensuite, on va leur proposer de trouver 4 choses qu'ils pourraient toucher et qu'ils aiment toucher, et qu'est-ce que ça leur ferait dans le corps. Ensuite, on va leur proposer d'imaginer 3 bruits, et il y en a toujours. Et du coup, si c'est vraiment des personnes très stressées, on va aller jusqu'au bruit, au bruit de son cœur, de la respiration, pour s'ancrer à nouveau. Et tout doucement, on va aller jusqu'aux odeurs, et le dernier, ça va être sa respiration à nouveau. Et on va dire maintenant on se sent ancré. C'est un exercice très très lent, on prend, mais effectivement ça peut prendre 10 minutes. Mais si on a la moitié de sa classe qui est stressée, autant prendre ces 10 minutes pour que tout le monde puisse ensuite s'investir. Donc il y a d'autres techniques en fait. Il y a aussi des techniques qui sont bien plus longues, comme des techniques de pleine conscience. Vous pouvez regarder même sur YouTube, vous en trouverez. Et rien que la respiration, une respiration carrée, où on dit aux élèves de se concentrer sur l'inspiration, bloquer sa respiration, d'expirer. Ça permet de faire redescendre, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, le stress c'est vraiment physiologique. Donc si on arrive à calmer son système nerveux sympathique, comme on dit, donc si on arrive à le calmer, on peut déjà faire redescendre la fréquence cardiaque, la respiration, et on peut s'apaiser doucement. Donc en fait, j'ai rencontré quelqu'un qui travaille au Japon. Il met en place justement ces techniques-là. C'est un professeur d'anglais, mais il met justement ces techniques en place avant l'examen. Il fait du yoga, il fait de la méditation, il met la musique douce. Et puis il a des excellents résultats. Ça fait déjà 2 ans qu'il fait ça. Et il a comparé les résultats des examens avant avant de mettre en place ces outils et après, et il voit énormément de progrès parmi ses étudiants. Donc ça, c'est vrai que ça existe déjà, c'est en place, oui, et c'est très puissant, tout ça. C'est juste il faut trouver du temps. Je dirais trouver du temps et aussi se préparer nous-mêmes, avoir nos ressources, parce qu'en fait, la première personne qui va calmer les étudiants, c'est vous. C'est votre posture. Bonjour. Ça, c'est de côté des étudiants, on peut le voir, on sent, on veut bien essayer de les calmer et tout ça. Mais si c'est les profs qui sont stressés, avec le délai, il faut envoyer, il faut remplir cette fiche, il faut préparer les rapports. On n'a pas le temps de trouver un chrono pour les étudiants pour qu'ils puissent passer l'examen plus tard. Et on a 40, 50, 60 étudiants, parfois. Qu'est-ce qu'on peut faire là? C'est exactement pour ça que je disais qu'en fait, on peut aussi préparer nos ressources, nos fiches, parce que, effectivement, si on est stressé aussi, on ne va pas pouvoir aider nos élèves à se déstresser, pardon. On va les aider à se stresser, par contre, effectivement. Mais en fait, il faut voir ce temps que vous leur accordez les 5 premières minutes ou les 10 premières minutes, elles sont pour vous aussi. Quand moi je fais ces exercices avec mes élèves, quand je fais ces exercices de méditation, de respiration, en fait, je le prends pour moi. Parce que ça me permet aussi de pouvoir dire comment je me ressens, comment je ressens les choses. Et pour pouvoir le faire, il faut être préparé. Il faut avoir quelques petites fiches et se dire que, effectivement, il faut accepter. En fait, il faut accepter le fait que il y aura peut-être un peu moins de temps, un peu de retard, mais cet engagement, au moment où vous le faites, il sera bénéfique et il vous fera gagner un peu de temps après. Et ça, c'est très dur parce qu'on est tous les mêmes contraintes, des contraintes de temps,
des contraintes matérielles, effectivement, il faut rentrer les notes avant une certaine date. Mais on oublie qu'en se stressant même nous, en fait, on avance moins vite. Parfois, on va faire des erreurs, parfois, on va vouloir tout faire tellement vite qu'on se dit non, en fait, j'ai mis cet élève dans une situation où il n'a pas pu travailler et du coup, je dois recommencer après. Et il faut avoir la compassion et la bienveillance envers nous-mêmes aussi. Et ces petits outils, en fait, rien que de faire une fiche que vous avez avec vous pour la respiration ou pour une petite méditation, et si un jour vous sentez que même vous avez de l'attention, c'est un exercice de français que de leur proposer ce jour-là de vous écouter proposer une petite méditation ou un exercice. Et c'est un exercice de compréhension, sans stress, parce qu'on leur demande rien en retour, en fait, juste d'écouter. Pardon, juste pour rajouter, mais c'est vrai, si nous, on ne comprend pas comment nous, on fonctionne, on ne peut pas aider. Donc il faut d'abord faire des exercices, comprendre qu'est-ce qui me détend pour pouvoir... Mais c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est que il faut comprendre, il faut se donner du temps aussi à... Alors j'ai une question. Donc le stress, à quel moment en fait, parce qu'on a parlé des enfants et des étudiants, mais à quel moment, à quel âge l'enfant ou l'adolescent va se rendre compte que ce que je ressens, c'est le stress? Et comment on peut justement les guider dans la démarche? En fait, je vais répondre d'une façon un peu bateau, mais il n'y a pas d'âge. Parce que les émotions, c'est bien un élément... Alors je dis souvent, les émotions et aussi les compétences sociales. Ce sont des choses qu'on n'apprend pas à nos enfants. On n'apprend pas à nos élèves. Donc il y a des enfants qui arrivent à l'adolescence et ils ne savent pas encore différencier le stress, de la faim, de la peur, parce qu'ils ne l'ont pas appris. Il y a des enfants très tôt qui seront très jeunes, très sensibles aux compétences sociales et qui pourront dire très tôt en fait ce qu'ils ressentent. Je dirais normalement au collège, un enfant est capable de dire s'il est stressé ou pas stressé, mais on peut pas généraliser. Et c'est vraiment en fait c'est comprendre en fait son fonctionnement et savoir il n'y a pas que le stress dans ce cas-là. Il y a des enfants qui ne sont pas capables non plus de dire quand ils sont tristes, quand ils ont mal physiquement en fait. C'est juste ce qu'on appelle l'interoception, la connaissance de ces sensations corporelles, on ne l'apprend pas. Donc on peut pas encore définir, il n'y a pas encore d'études vraiment pour dire. On sait dire à quel âge un enfant devrait être capable de parler de ses émotions. Et effectivement, pour nos élèves au collège, ils devraient. En fait, dans les programmes français maintenant, c'est Madame Bouchard qui est référente du programme, animatrice programme EVARS, mais on a aussi le tenant au primaire. Et du coup, je voulais préciser que c'est vrai que maintenant, dans nos programmes à l'école, on travaille beaucoup sur les émotions avec les enfants. On travaille beaucoup sur la connaissance de son corps et c'est devenu quelque chose d'officiel pour les amener tout doucement à mieux se connaître. En se connaissant mieux, on peut augmenter la confiance en soi. Et du coup, Oussama voulait me faire rebondir sur une question qui était comment réagir face à un élève ayant des difficultés à gérer ses émotions. En fait, on vient un peu d'aborder la situation. C'est déjà savoir s'il comprend ses émotions. S'il est capable de les exprimer, s'il est capable de dire intérieurement ce que ça lui fait. Parce que si on n'est pas capable de dire ce qu'on ressent, on n'est pas capable de le gérer. Et c'est savoir si ça a été travaillé en amont, et sinon c'est vrai que ça devient votre rôle. Peut-être qu'en tant que prof de français, c'est un sujet qui peut être très intéressant, de travailler les émotions et de travailler les sensations en fait. C'est tout un sujet, les sensations corporelles. À aborder pour qu'ils puissent l'exprimer ensuite. Et en faisant ce travail, ça permet de diminuer le stress. Et ça permet peut-être d'amener un autre climat dans la classe. Après, pour gérer les émotions, effectivement, on vient de parler de toutes ces techniques. Quand on fait la comparaison entre il y a 10 ans, 15 ans, il semble qu'il y a plus d'enfants ou étudiants qui n'arrivent pas à exprimer les émotions ou distinguer les émotions, comme les enfants autistes. Et on les voit dans les écoles maintenant. Ils viennent pas. Ils peuvent concentrer sur le programme, la leçon, ou ils ne peuvent pas. Ils bougent, ils font n'importe quoi, ils crient peut-être dans la classe.
Qu'est-ce qu'on peut faire là? Alors en fait, on va vous répondre en fonction de notre établissement. En fait, au lycée français, on accompagne en fait les élèves qui sont du spectre autistique, ont un plan d'accompagnement personnalisé en fait. Et donc nous, on a déjà des procédures. Je ne sais pas pour les autres établissements. Après, je ne sais pas si il y a toute une question de savoir s'il y a plus d'élèves dans cette situation ou si auparavant on les associait juste à des élèves en difficulté, des élèves ou des élèves qui étaient moins scolarisés. Donc ça, on ne sait pas dire en fait. Il y a pas, je ne me positionnerai pas là-dessus sur le fait qu'il y en ait plus ou moins. Mais c'est vrai que c'est une politique de l'établissement dans ce cas-là. Comment accompagner les élèves, parce que ce n'est pas spécifique à une classe. Et comment faire pour qu'il y ait une politique d'inclusion, ça c'est vraiment à faire remonter au niveau de votre établissement. Bon, c'est vrai que dans notre établissement, il y a un pôle qui s'appelle le pôle inclusion qui est en train de se développer et où il y a une référente qui rencontre les parents, qui rencontre les élèves en présence de Marie ou pas, et qui met en place donc ce qu'on appelle des plans d'aide personnalisés avec l'élève et la famille. Donc il y a des signatures des deux côtés et bien sûr avec les professeurs. Voilà. Donc les professeurs après, selon les items de ce plan personnalisé, se doivent en fait de mettre en place des actions particulières en classe, au moment des évaluations aussi, et favoriser en effet l'inclusion, en fin de compte, de l'élève dans la classe. Alors, mais bien sûr, c'est des plans qui sont individuels, voilà, et qui demandent en effet une approche en amont de l'entrée de l'élève en classe. Et puis aussi une formation des personnels qui peuvent être donc soit au niveau psychologie, au niveau enseignant, et puis voilà, une référente particulière aussi qui a une formation intéressante. La question était aussi pourquoi y a-t-il plus peut-être d'élèves en situation de difficulté? Je rejoins un petit peu Marie sur ça. Est-ce qu'avant on s'en occupait moins? Est-ce que nous, enseignants, peut-être en vieillissant, on a plus d'expérience et on les remarque plus? On avait peut-être plus de recul en début de carrière aussi par rapport. Et puis je vous dirais peut-être, il y a aussi l'évolution technologique qui fait qu'on a une surstimulation de nos élèves, peut-être au niveau des réseaux sociaux par exemple, qui leur arrive, et peut-être que c'est moins intéressant d'écouter un enseignant que d'avoir un écran où il y a plein de stimulations qui les intéressent plus, et qu'ils arrivent peut-être moins à se concentrer à écouter une personne qu'à écouter un écran. Une question il s'avère que les étudiants garçons ont plus de confiance en eux-mêmes que les étudiants filles. Est-ce que vous avez peut-être une solution pratique pour encourager les étudiants filles à sortir d'elles-mêmes un peu plus? Je pense que cette question met en avant des stéréotypes, et je pense que c'est pas réel en fait dans toutes les classes. Ça va dépendre de l'individu. Ça dépend s'il y a plus de filles, ça dépend s'il y a plus de garçons. Ça dépend de l'émotivité de nos élèves, voilà, du groupe de filles, du groupe de garçons. Ça dépend aussi peut-être si on est, nous, enseignants hommes ou enseignants femmes aussi. Je pense que les garçons, si on parle des élèves en collège ou en lycée, de toute façon sont moins matures, et c'est la réalité biologique, moins matures, on va dire cognitivement, psychologiquement, et sont un petit peu à ce niveau-là en retard un petit peu par rapport aux filles. Sur la maturité en fin de compte, et que peut-être les filles réfléchissent plus au moment où il faut prendre la parole, et que les garçons se laissent plus aller en effet.
et ont moins peur en fait. Et ont plus de recul en fin de compte parce que peut-être ils ont ils ont peut-être une maturité différente. Elle finit chez les garçons avec une maturation donc, de tout ce qui est neuronal au niveau du cerveau et donc cognitif vers 18-20 ans pour le garçon. Voilà, donc on pourrait dire que à la fin du lycée, quand on parle du lycée, 18-20 ans, le garçon est mature alors que la fille elle est plus vers la seconde ou la première. Il faut envisager le système. C'est un élève dans une classe et pourquoi, comme dit Emmanuel, pourquoi certaines années il y a par exemple plus de femmes, d'élèves filles, et du coup elles vont peut-être avoir plus d'assurance. Et il y a des années, en fait, il va y avoir 5 filles et un groupe de garçons qui se connaissent très bien. Et du coup, au sein de ce système, elles n'osent pas prendre la parole parce qu'elles ont peur, comme on parlait au début, en fait, des remarques en dehors de la classe. Donc c'est vraiment très difficile de répondre de façon générale, même si un développement plus tard pour les garçons, même on pourrait dire qui parlent avec moins d'appréhension par rapport à la réussite. C'est pas vrai parce qu'il y a quand même on voit des garçons au collège qui sont excellents et qui sont vraiment très très investis et qui ont une peur de l'échec. Donc c'est difficile de parler en termes de généralité. Il vaut mieux parler en termes de système. Pourquoi au sein d'une classe à une certaine année, les filles n'osent pas prendre la parole par rapport à d'autres années par exemple, par rapport à d'autres classes. Et ça permet de changer la dynamique et le regard. Ce n'est plus les filles qui n'osent pas parler. C'est plutôt, c'est un groupe par rapport à un autre. Et ça permet de changer la dynamique et de pouvoir trouver des solutions. C'est vrai que c'est bien, j'aime bien la question parce que ça évoque les stéréotypes, la généralité qu'on peut faire, qu'on a tous implicitement dans notre perception du monde. Mais je pense qu'en Malaisie, il y a ces stéréotypes de prendre à la légère la santé mentale. Il persiste encore. Et je pense que c'est à nous, les enseignants, les nouveaux profs qui viennent d'avoir votre diplôme. Et je pense que c'est à nous de faire bouger les choses, de dire aux élèves, aux étudiants qu'en fait, il faut écouter soi-même. Il faut apprendre soi-même, il faut apprendre nos propres émotions. Et je pense qu'à travers cette discussion, même moi, j'apprends beaucoup de choses. Et je pense que la technique de relaxation avant le cours, c'est pas un temps perdu. Je pense que c'est un gain de temps après. C'est sûr, on va sentir que voilà, c'est une perte de temps. Et en fait, on peut voir qu'il y a vraiment eu un progrès, je vais dire, dans le climat de la salle. Ça nous incite à réfléchir beaucoup sur notre système, sur comment on perçoit le monde. Non, je voudrais juste ajouter, je m'adresse peut-être en particulier aux nouveaux professeurs. On a parlé des petites techniques comme la relaxation, qui est une technique excellente aussi que je faisais beaucoup avec mes enfants. Mais il y a quelque chose aussi qui est tout bête, que je faisais surtout avec mes adultes, mais ça peut aussi marcher avec les adolescents. Le tout premier cours, je leur posais la question, je leur disais, à votre avis, qu'est-ce qui est le plus important dans l'apprentissage du français ? Donc j'avais apprendre la grammaire, connaître les vocabulaires. J'ai dit non, ça c'est pas important. Et j'avais écrit en gros au tableau faire des erreurs. Et je leur avais dit, je vous en supplie, faites des erreurs, sinon ça sert à rien d'apprendre une langue. Au début des cours, quand j'entendais des erreurs, j'étais là. Ton erreur est magnifique. Et je l'écrivais au tableau, bon je faisais pas ça à chaque cours évidemment. Faites des erreurs en fait, sinon vous n'allez pas vous améliorer. C'est tout bête, ça prend 10 secondes. Et en fait ça devenait même un jeu de faire des erreurs. Tu tournes en ridicule quelque chose qui est stressant, et en fait après tout le monde s'en fiche et tout le monde est libéré de ce poids de l'erreur. On fait des erreurs au tableau en tant que prof. On fait des erreurs et en fait on leur demande, mais sont où mes fautes ? J'ai fait des fautes, j'ai oublié. Et du coup ils adorent ça. En fait, c'est nous, les profs, qui faisons les fautes et ils doivent corriger. Donc, c'est les assistant teachers et ils adorent ça. Alors, c'est en lien avec la question comment gérer le stress en face à des étudiants stressés. Alors, c'est vrai que l'expérience apporte des solutions à nos questions
À commencer, c'est vrai qu'on tâtonne, on essaye. Il faut essayer aussi. Essayez, ayez confiance en vous. Et vous donnerez confiance aussi en vos élèves. Je pense que déjà, si on veut que nos élèves aient confiance, il faut avoir confiance en soi. Donc ça, c'est une première chose. Après, vis-à-vis de son groupe, on peut aussi leur demander d'inventer des phrases positives. Voilà, comment vous allez percevoir votre année en français, qu'est-ce que vous attendez en fin de compte de votre année, qu'est-ce que vous attendez de moi en tant que professeur. Est-ce que vous pourriez l'écrire en français, tout simplement, une phrase un peu phare, une phrase guide qui va me guider toute l'année, qui va rendre positive la relation que je vais dresser avec mon professeur. Voilà, ça peut être le français c'est super, je vais apprendre beaucoup de choses cette année, j'en suis très heureuse. On peut commencer comme ça un cours, écrivez une phrase positive, d'attente, qu'est-ce que vous attendez de moi, et demandez peut-être aussi de temps en temps des petits mots anonymes en disant voilà, qu'est-ce que vous voudriez que je vous apporte en plus, ou leur faire écrire des petits papiers anonymes, vous les lisez tranquillement le soir à la maison, voilà, et peut-être ça vous donnera aussi des pistes, parce que n'oubliez pas, l'enfant ou l'adolescent ou l'étudiant, il est aussi acteur de ses apprentissages et il faut l'écouter. On n'est pas dans une relation toujours dominant-dominé en fin de compte, professeur-élève. Il faut aussi des fois savoir se mettre en face de l'élève ou en face d'un groupe et leur dire je suis là pour vous, qu'est-ce que vous attendez de moi en plus que ce que je vous donne, pour que notre relation, votre confiance en moi soit, on va dire, renforcée. En fait, c'est vrai qu'on a déjà beaucoup répondu à cette question, sur le fait de comment faire face. On peut bien évidemment utiliser la relaxation, comme on a parlé au début. J'aime beaucoup l'idée aussi d'Emmanuel, le fait en fait c'est une relation d'échange, mais du coup en tant que nouveau professeur, vous avez aussi cette fraîcheur. Et il ne faut pas l'oublier en fait. Si vous sentez que votre public, vos élèves sont un peu stressés, pourquoi ne pas partir de leurs désirs et de leurs attentes ? De toute façon, si vous êtes nouveau professeur, vous n'avez pas non plus tout votre programme fait. Donc c'est l'occasion de leur dire mais qu'est-ce que vous aimeriez apprendre ? C'est quoi votre passion ? On peut peut-être l'aborder ensemble. Et après, pour faire face au stress des élèves, c'est simplement, comme on l'a dit au début, en fait, c'est leur dire c'est normal d'être stressé. On est tous toujours stressés dans la vie. Et c'est bien d'être stressé parce que ça permet de nous amener un peu de la vigilance. J'ai un exemple qui est en tant que femme, je ne sais pas pour les hommes, mais pour montrer que le stress, des fois c'est bénéfique, c'est par exemple quand on est jeune maman et qu'on a, on a son enfant, son bébé à s'occuper, et le bébé, il commence à s'asseoir sur le fauteuil, il va être assis et on va être tout content, et tout d'un coup on le voit commencer à bouger un peu. Là il y a du stress qui monte. Et pour les mamans qui ont été mamans ou pour les personnes qui ont gardé un enfant, c'est tout d'un coup on se dit il peut se passer quelque chose. Et tout d'un coup on est aux aguets, on est vigilant. Ça c'est notre système, on peut l'expliquer même aux élèves, c'est notre système inconscient qui nous dit attention. Et là on va être capable de rattraper l'enfant qui est prêt à tomber. Et le stress est bénéfique. Il est bénéfique parce qu'il nous permet de mettre en action. Si on l'accepte, si on apprend à le gérer, s'il nous permet de nous dire ah oui, là je suis stressée parce que je sais qu'il va se passer quelque chose de difficile, mais j'ai des solutions pour répondre à cette difficulté, et ça on peut l'enseigner à nos élèves. On peut leur dire, dans la vie, quand vous serez adulte, vous aurez toujours du stress. Mais on est là cette année. Je sais que vous êtes stressés, mais on est là cette année pour travailler ensemble et je vais vous aider aussi à gérer le stress. Et on va le faire ensemble. Et ça, c'est peut-être pas dans le programme, mais c'est un grand pas pour leur éducation. Et je pense que, comme tu l'as bien dit, il n'y a pas que le programme, il y a se mettre au niveau des élèves, et si c'est utile, autant le faire. On arrive malheureusement à la fin de notre podcast collaboratif aujourd'hui. Merci beaucoup à tous pour votre participation accrue. Et merci encore à nos deux belles intervenantes aujourd'hui, Marie et Emmanuel. Et à moi aussi. Et merci beaucoup à
Sama pour avoir été notre modérateur. C'est vrai que ça nous tenait vraiment à cœur que notre modérateur soit malaisien, parce que sinon ça mettait du sens au podcast. Donc merci d'avoir accepté la proposition de Marie. Alors, donc, oui, sans qu'on veuille ou non, le stress est partout. Et c'est à nous de décider comment le gérer en tant que professeur. Donc, sur ça, je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'espère vous revoir la prochaine fois, peut-être l'année prochaine, ou qui sait, de notre deuxième podcast. Donc, au revoir.